Il existe un type de personnes silencieuses qui ne s'intègrent pas toujours facilement dans le bruit du monde. Elles écoutent plus qu'elles ne parlent. Elles observent la façon dont la lumière tombe dans une pièce et réfléchissent à la manière dont le temps s'écoule, à la façon dont tout est toujours en train de changer. Elles marquent une pause avant de répondre, non pas parce qu'elles sont incertaines, mais parce qu'elles pèsent 10 possibilités différentes à la fois. Ce sont les grands penseurs, ceux qui passent plus de temps dans leur esprit que dans les conversations, ceux qui peuvent transformer un seul instant en un univers entier de pensées. Mais si tu as déjà été l'un d'eux, tu sais que ce n'est pas facile. Parce qu'être un grand penseur ne se limite pas à l'intelligence, c'est une question de sensibilité. C'est voir les couches de choses que la plupart des gens ignorent. C'est à la fois un don et un fardeau. Et pour comprendre les grands penseurs, il faut comprendre la tension entre leur monde intérieur et le monde extérieur. La plupart des gens pensent que trop réfléchir mène à la confusion. Mais pour un grand penseur, réfléchir, c'est respirer. C'est ainsi qu'il traite l'existence. Il ne voit pas seulement un arbre, il voit comment il est enraciné dans le sol, comment il se penche vers la lumière, comment sa vie reflète la leur de manières invisibles, il trouve des métaphores en tout, une conversation devient une étude des émotions. Un silence devient une question, un regard devient une histoire entière. Psychologiquement parlant, les grands penseurs ont ce que les chercheurs appellent une forte introspection, une tendance à analyser non seulement ce qui se passe autour d'eux, mais aussi ce qui se passe en eux. Ils cherchent constamment un sens, posent des questions non pas pour être difficiles, mais parce que le pourquoi est comme de l'oxygène pour eux. Cela est lié à l'activité d'une région du cerveau appelée le réseau du mode par défaut, qui est plus actif lorsque nous sommes perdus dans la pensée ou la réflexion. C'est le même réseau qui s'active pendant la créativité, l'imagination et la mémoire. Ainsi, l'esprit d'un grand penseur est une tempête de connexions, tissant, comparant et réfléchissant sans cesse. Mais cette même capacité peut être isolante, car tandis que les autres traversent la vie en réagissant, les grands penseurs observent. Ils s'arrêtent, remarquent les détails, réfléchissent avant de parler et parfois, quand ils sont prêts, la conversation a déjà évolué. Alors ils restent silencieux. Et les gens prennent ce silence pour du désintérêt, alors qu'en réalité, c'est de la profondeur. Un grand penseur ne veut pas seulement parler, il veut comprendre. Il aspire à des conversations significatives, celles qui plongent sous les banalités pour explorer les peurs, les rêves, l'architecture du cœur humain. Les discussions superficielles les épuisent, parce que tandis que la plupart des gens nagent dans les eaux peu profondes de la vie quotidienne, les grands penseurs plongent à la recherche de perles au fond de l'océan de la pensée. Mais cette profondeur a un prix, elle les pousse souvent à trop réfléchir. Ils repassent les événements en boucle, analysent chaque phrase, se demandent ce que quelqu'un a voulu dire, s'interrogent sur ce qu'ils ont dit de trop ou de pas assez. Leur esprit devient une boucle de « et si » et de « peut-être qu'il voulait dire ceci ». Non pas parce qu'ils sont insécures, mais parce qu'ils voient dans des nuances partout. Chaque choix a une douzaine de significations. Chaque émotion a des racines cachées et leur cerveau ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé la vérité. Il existe un terme en psychologie appelé métacognition, la capacité de réfléchir à sa propre pensée. La plupart des gens l'utilisent occasionnellement. Les grands penseurs y vivent. C'est comme s'ils observaient toujours leurs propres pensées de l'extérieur, les questionnant, les réorganisant, essayant de comprendre leur schéma. Cela les rend incroyablement conscients d'eux-mêmes, mais aussi sujets au doute. Parce que lorsque l'on est conscient de tout, on voit aussi ses propres défauts en haute définition. Un grand penseur ne se demande pas seulement « qu'est-ce que je veux ?», mais aussi « pourquoi est-ce que je le veux ? D'où vient ce désir ? Que se passerait-il si je l'obtenais ou non ?» Ils analysent l'amour, l'ambition, la peur, la mémoire, jusqu'à pouvoir presque tenir ces choses invisibles dans leurs mains, mais en faisant cela, ils perdent parfois la simple joie d'exister. Ils oublient que tout n'a pas besoin d'être compris. Certaines choses sont faites pour être ressenties. On trouve souvent les grands penseurs en train de marcher seuls, casque sur les oreilles, non pas parce qu'ils sont solitaires, mais parce que la solitude est leur langue maternelle. Ils ont besoin d'espace pour respirer, pour traiter, pour démêler des pensées que les autres ne savent même pas exister. Ils sont des personnes capables de ressentir profondément tout en paraissant calmes. Leurs émotions bougent comme des vagues silencieuses sous la surface, invisibles mais puissantes. Ils peuvent s'asseoir dans un café à fixer le vide, mais dans leur tête, ils revivent un moment où ils ont dit quelque chose il y a 10 ans et se demandent ce que cela révélait d'eux à l'époque. Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est de l'analyse. Les grands penseurs ne se jugent pas autant qu'ils essaient de se cartographier. Ils tentent de dessiner la géographie de leur propre esprit pour savoir où vit chaque émotion.
et cela peut les faire paraître détachés de la réalité, alors qu'en vérité, ils essaient simplement de la voir sous tous les angles possibles. Une chose fascinante chez les grands penseurs est qu'ils font souvent l'expérience de ce que les psychologues appellent la pensée existentielle. Ce n'est pas seulement se demander ce que sera sa vie, mais aussi ce qu'est la vie elle-même, le temps, le but, la moralité, la conscience. Des questions qui n'ont pas de réponse facile, et c'est ce qui les distingue des simples surpenseurs. Trop réfléchir, c'est s'inquiéter pour l'avenir. Penser profondément, c'est remettre en question la réalité elle-même. C'est la différence entre l'anxiété et la conscience. Mais voici où cela devient paradoxal. Le même esprit capable de voir des schémas partout peut aussi créer des illusions qui n'existent pas. Parce que lorsque l'on pense profondément, on peut relier n'importe quoi à n'importe quoi. Et parfois, cette toile devient un piège. Ils peuvent donner trop d'importance au silence, supposer un sens là où il n'y en a pas, ou transformer des choses simples en énigmes philosophiques sans solution. C'est comme avoir un microscope trop puissant. On commence à voir des choses qui n'étaient pas destinées à être observées d'aussi près. Pourtant, c'est cette même profondeur qui les rend incroyablement créatifs. Beaucoup des penseurs les plus influents de l'histoire, Einstein, De Vinci, Jung, étaient des grands penseurs. Ils voyaient les fils invisibles qui relient les idées. Ils regardaient les problèmes sous des angles que personne d'autre ne voyait, parce que lorsque l'esprit ne cesse de se demander pourquoi, on finit par tomber sur des réponses que les autres manquent. Mais dans la société moderne, la pensée profonde n'est pas toujours célébrée. Nous vivons dans un monde qui récompense la rapidité, la productivité et la certitude. S'arrêter pour réfléchir peut paraître comme de l'hésitation. Le silence peut sembler une faiblesse. La complexité peut sembler de la confusion. Alors, les grands penseurs apprennent souvent à cacher leur profondeur pour s'intégrer dans un monde qui avance plus vite que leur esprit. Ils hochent la tête pendant les conversations, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ils sourient poliment, tandis que leurs pensées vagabondent à des années-lumière. Et une fois que tout le monde est parti, c'est là que leur vrai dialogue commence, dans leur propre tête. Il y a une solitude dans ce genre de vie intérieure, car les grands penseurs aspirent souvent à la connexion, mais seulement celle qui semble réelle. Et une connexion authentique nécessite de la vulnérabilité. Mais tout le monde ne veut pas plonger aussi profondément. Alors les grands penseurs restent sur leur garde. Ils deviennent sélectifs, observant silencieusement jusqu'à ce que quelqu'un montre aussi des signes de profondeur. Ce n'est qu'alors qu'ils ouvrent la porte. Et quand ils le font, ce n'est pas à moitié, c'est à fond. Ils te diront leurs peurs, leurs espoirs, les choses qu'ils ne s'avouent même pas à voix haute parce que les grands penseurs ne font pas les choses à moitié. Mais cette vulnérabilité peut se retourner contre eux, car lorsqu'on voit le monde en nuances de gris, on s'attend à ce que les autres fassent de même. On suppose que les gens disent ce qu'ils pensent, que l'honnêteté est la norme. Mais tout le monde ne fonctionne pas avec cette profondeur. Alors, quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, cela fait plus mal. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils ont investi tant de sens dans tout. Pour un grand penseur, même une petite trahison semble cosmique. Même une brève gentillesse peut restaurer leur foi en l'humanité. Tout compte. Et c'est le tranchant de l'épée. Pour les grands penseurs, chaque pensée est vivante. Chaque émotion résonne. Ils ne peuvent pas s'engourdir, même lorsqu'ils le veulent. Ils ressentent le poids des choses que les autres ignorent. La façon dont un inconnu évite le contact visuel, la façon dont le rire s'éteint quand le moment est passé, la façon dont les gens promettent pour toujours tout en pensant déjà à demain. Ils ne voient pas seulement ce qui est, ils voient ce qui aurait pu être. Il existe une théorie en psychologie appelée le traitement en profondeur, la tendance à encoder les expériences avec une riche signification et des associations émotionnelles. Cela signifie que lorsque les grands penseurs se souviennent de quelque chose, ils ne rappellent pas seulement les faits. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti, de ce que cela symbolisait, de ce que cela aurait pu signifier. Alors ils portent les souvenirs non pas comme des moments, mais comme des écosystèmes entiers de sentiments. C'est pourquoi la nostalgie les frappe plus fort. C'est pourquoi ils peuvent écouter une chanson et se retrouver soudainement dans une version d'eux-mêmes qui n'existe plus. Mais ce n'est pas seulement une intensité émotionnelle, c'est la façon dont leur cerveau est câblé. Des études montrent que les personnes qui s'engagent dans une réflexion et une pensée abstraite ont des connexions neuronales plus fortes entre les parties émotionnelles et analytiques du cerveau. Ils pensent et ressentent littéralement en même temps. C'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement éteindre leurs pensées. Leurs émotions sont tissées dans leur logique. Pour eux, ressentir, c'est penser, et parfois, cela les rend incompris. Les gens peuvent les qualifier de distants, de dramatiques ou de trop compliqués. Mais ce qu'ils sont vraiment, c'est conscient. Ils voient la structure cachée derrière tout.
comment la peur se déguise en colère, comment l'amour se cache derrière la fierté, comment les gens projettent ce qu'ils ne peuvent accepter. Et une fois qu'on voit cela clairement, il est difficile de ne plus le voir. Il est difficile de vivre simplement quand on a réalisé à quel point tout est complexe. Les grands penseurs ont souvent du mal à être présents, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que leur esprit existe dans des lignes de temps. Ils revivent le passé, analysent le présent et imaginent 100 versions du futur en même temps. C'est épuisant, mais c'est aussi beau, car cela signifie qu'ils peuvent voir des possibilités là où les autres voient des fins. Ils peuvent trouver du sens même dans la douleur. Et c'est ce qui leur donne de la résilience. Parce que, pour un grand penseur, même la souffrance est une information. Elle leur enseigne des choses sur eux-mêmes, sur le monde, sur la vérité. Mais peut-être que la partie la plus difficile d'être un grand penseur est d'apprendre quand arrêter de penser, quand lâcher prise sur le besoin de tout comprendre, quand accepter que certaines réponses n'existent pas encore. Parce que le sens, peu importe à quel point on le poursuit, est quelque chose que l'on crée, pas quelque chose que l'on trouve. Et c'est l'ironie silencieuse. Le même esprit qui cherche sans fin la vérité finit par apprendre que la paix ne réside pas dans les réponses, mais dans la présence. C'est s'asseoir sous un ciel qui ne s'explique pas, mais qui semble infini. C'est apprendre à vivre avec des questions et se sentir malgré tout complet. Parce que peut-être que c'est le stade final de la pensée profonde. Non pas savoir plus, mais avoir besoin de moins, non pas analyser tout à mort, mais comprendre que la profondeur ne consiste pas à se noyer dans la pensée. C'est voir assez clairement pour flotter. On peut généralement reconnaître un grand penseur non pas par ce qu'il dit, mais par les silences entre ses mots. Cette pause avant de parler, où son esprit filtre à travers des couches de pensée, n'est pas de l'hésitation, c'est de la précision. Il cherche la version la plus vraie de ce qu'il veut dire, parce que les mots comptent pour lui. Il comprend comment le langage façonne la réalité, comment une phrase peut guérir ou blesser, alors il parle avec soin, parfois trop, ce qui peut faire croire aux autres qu'il est timide ou réservé. Mais la vérité, c'est qu'il écoute tout, le ton, le sous-texte, le silence entre les phrases, parce que pour lui, la communication ne se limite pas à ce qui est dit, mais à ce qui est ressenti. Psychologiquement, ce type de conscience est lié à une grande empathie et à la reconnaissance des schémas. Les grands penseurs lisent constamment les données émotionnelles. Ils remarquent les micro-expressions, les changements subtils de voix, les infimes variations d'énergie qui révèlent ce que quelqu'un ne dit pas à voix haute. C'est pourquoi ils peuvent souvent sentir quand quelque chose ne va pas, même quand personne d'autre ne le peut. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention. Ils traitent le monde comme un détective des émotions à la recherche de schémas que les autres ignorent. Mais ce type d'esprit s'accompagne d'un étrange effet secondaire. Quand on peut voir à travers les choses, il est difficile de rester aveugle. On commence à remarquer les incohérences, comment les gens disent une chose et en font une autre, comment la société glorifie le bonheur tout en cachant sa douleur, comment la perfection est une illusion que l'on nous apprend tous à poursuivre. Et une fois que l'on voit cela clairement, cela change la façon dont on se rapporte au monde. On cesse de rechercher la validation superficielle. On recherche la vérité à la place. C'est pourquoi les grands penseurs sont souvent attirés par l'art, la philosophie, l'écriture ou la solitude. Non pas parce qu'ils évitent la vie, mais parce qu'ils essaient de la comprendre. Ils ont besoin d'espace où leurs esprits peuvent s'étirer sans jugement. Ils trouvent du réconfort dans les livres, dans la musique, dans les longues promenades où les pensées peuvent se déployer librement. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup, mais quand ils le font, c'est avec intention. Ils préfèrent les conversations qui éveillent quelque chose, des idées qui persistent après que les mots se sont envolés. Mais malgré toute leur perspicacité, les grands penseurs luttent contre quelque chose de profond, le bruit mental. Leurs pensées ne s'arrêtent pas. C'est comme se tenir devant 10 stations de radio, toutes jouant en même temps, chacune diffusant une fréquence différente de souvenirs, d'idées et de questions. Même quand ils essaient de se reposer, leur cerveau continue de rembobiner, de réécrire, de prédire. Et tandis que la plupart des gens peuvent se distraire avec du bruit, les grands penseurs se noient dans le silence. Parce que le silence amplifie tout ce qui est à l'intérieur. Cela mène souvent à ce que les psychologues appellent la rumination, une concentration répétitive sur les problèmes, les sentiments ou les erreurs. Pour beaucoup de grands penseurs, il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit de chercher une résolution. Leur esprit veut une conclusion, veut comprendre, veut donner un sens aux contradictions. Mais toutes les questions n'ont pas de réponse, et apprendre cela peut être l'une de leurs leçons les plus difficiles. Il y a une histoire sur un philosophe qui a un jour dit « Je pense, donc je suis ». Cela semble profond, mais pour un grand penseur, c'est presque une malédiction, car penser confirme leur existence, mais cela peut aussi la consumer.
Ils peuvent se retrouver coincés dans des impasses en analysant l'amour jusqu'à ce qu'il paraisse mécanique, en étudiant la peur jusqu'à ce qu'elle devienne prévisible. Ils peuvent en savoir tellement sur les émotions qu'ils oublient de les ressentir. Et parfois, la chose la plus difficile pour un grand penseur est de simplement vivre la vie sans la disséquer. Mais quand ils apprennent cet équilibre, quand ils permettent à la pensée de servir le ressenti au lieu de le remplacer, ils deviennent extraordinaires. Parce que les grands penseurs, à leur meilleur, sont des ponts. Ils relient la logique à l'empathie, l'intellect à l'intuition. Ils peuvent analyser la douleur et pourtant garder de la compassion pour elle. Ils peuvent voir les défauts de l'humanité et choisir malgré tout de l'aimer. C'est rare, c'est de la sagesse, pas seulement de l'intelligence. Un grand penseur ne voit pas les gens comme bons ou mauvais. Il les voit comme des histoires. Il comprend que chacun est façonné par des batailles invisibles, par des expériences qui ont laissé des marques invisibles à l'œil. Alors, ils pardonnent facilement, mais ils oublient rarement. Ils peuvent laisser partir les gens, mais pas les leçons que ces personnes leur ont enseignées. Ils portent ces leçons en silence, les retournant dans leur esprit comme des pierres polies par le temps. Si tu t'es déjà demandé pourquoi les grands penseurs semblent souvent mélancoliques, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la conscience. C'est la compréhension que la beauté et la perte sont toujours entrelacées, que tout ce que nous aimons finit par changer de forme. C'est l'acceptation que la joie et le chagrin sont deux notes d'une même chanson. Et les ressentir toutes les deux à la fois fait partie de ce que signifie être pleinement vivant. Les psychologues appellent parfois cela la complexité émotionnelle, la capacité à ressentir des émotions mixtes simultanément. Ce n'est pas de la confusion, c'est une capacité. Les grands penseurs n'étiquettent pas les émotions comme bonnes ou mauvaises. Ils les voient comme des informations. La peur leur dit ce qui compte, la tristesse révèle ce qu'ils valorisent, la joie leur rappelle ce qu'ils doivent protéger. Pour eux, chaque sentiment a un sens si on écoute assez longtemps. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos des grands penseurs. Ils ne sont pas toujours sérieux. En fait, certaines des personnes les plus drôles que tu rencontreras sont des grands penseurs. Parce que quand on comprend l'absurdité de la vie, l'humour devient une forme de sagesse. Ils rient non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils voient à quel point tout est fragile, et le rire est leur façon de le porter légèrement. Ils savent que parfois, la seule réponse sensée à un monde chaotique est de sourire à sa folie. Pourtant, les grands penseurs se sentent souvent incompris. Ils peuvent paraître distants ou difficiles à lire, alors qu'en réalité, ils sont simplement perdus dans leurs pensées. Ils ne t'ignorent pas. Ils traitent 10 couches de ce que tu viens de dire. Ils essaient de comprendre non seulement tes mots, mais aussi ton intention, ton ton, ton émotion. Ils ne parlent pas pour gagner. Ils parlent pour se connecter. Et quand cette connexion ne se fait pas, ils se retirent. Non par orgueil, mais par protection. Parce que voici la vérité, les grands penseurs ressentent profondément. Ils peuvent paraître calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, les émotions tournent comme une tempête sous une eau calme. Ils peuvent sentir la tension dans une pièce, remarquer quand un sourire n'atteint pas les yeux, ressentir le poids des choses non dites. Et cette sensibilité, bien que puissante, peut aussi rendre la vie accablante. Ils absorbent trop. Ils captent des énergies qui ne leur appartiennent pas. Et c'est pourquoi ils ont souvent besoin de solitude pour se détoxifier des émotions du monde. Seuls, ils se réinitialisent. Ils écrivent, réfléchissent, fixent les fenêtres, pensent à tout et à rien. Et dans ce calme, ils se retrouvent eux-mêmes. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la restauration. Parce que pour un grand penseur, la solitude est l'endroit où vit la clarté. Car il se soucie assez pour demander « Pourquoi faisons-nous cela ? Est-ce que cela a encore du sens ? Y a-t-il une meilleure façon ?» Leur curiosité est un acte d'amour pour la vérité. Pourtant, cette même curiosité peut compliquer la vie. Parce que quand on voit plusieurs perspectives, ils savent que la complexité compte. Et ils savent que parfois, le silence dit plus que le son ne pourrait jamais le faire. Si tu aimes un grand penseur, tu remarqueras qu'il valorise la compréhension plus que l'accord. Il n'a pas besoin que tu penses comme lui. Il veut simplement que tu penses avec lui, que tu questionnes, que tu t'interroges, que tu explores les mystères de la vie côte à côte. Leur langage amoureux est la curiosité. Leur affection se manifeste par l'attention, en se souvenant des petits détails, en te demandant comment tu vas vraiment, en te voyant au-delà de tes mots. Mais ils ont aussi besoin de patience. Parce que les grands penseurs avancent lentement quand il s'agit de confiance. Ils ne s'ouvrent pas facilement, ils testent la profondeur des intentions des gens de la même manière qu'ils testent leurs propres pensées. Et quand ils te laissent enfin entrer, c'est parce qu'ils ont décidé que ton âme était sûre. Ils ne tombent pas souvent amoureux, mais quand ils le font, c'est entièrement. Leur amour n'est pas superficiel, il est conscient.
Il y a quelque chose de profondément humain dans la manière dont les grands penseurs existent. Ils nous rappellent que la vie n'est pas faite pour être survolée, que le silence peut être sacré, que chaque moment n'a pas besoin d'être rempli de bruit ou de certitude. Ils nous rappellent que le mystère a sa propre beauté, que poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est de l'émerveillement. En fin de compte, la psychologie des grands penseurs révèle quelque chose sur nous tous, que chaque personne a, quelque part en elle, la capacité de penser profondément, de regarder au-delà des distractions et de se faire face honnêtement. Nous oublions simplement, dans la précipitation de la vie, à quel point le calme peut être puissant. Peut-être que c'est pour cela que les grands penseurs existent, pour ralentir un peu le monde, pour nous rappeler que penser, quand c'est fait avec intention, est un acte d'amour, parce que penser profondément ne consiste pas seulement à comprendre le monde, c'est aussi le chérir. C'est s'émerveiller devant la complexité que nous sommes, devant la fugacité du temps, devant la beauté de l'imperfection. Alors, si tu es un grand penseur, ne t'excuse pas pour ton silence, ne réduis pas tes pensées pour les adapter à des conversations plus petites. Le monde a besoin d'esprits comme le tien, des gens qui peuvent voir l'invisible, remettre en question l'évident et trouver du sens dans le banal. Tu ne te sentiras peut-être pas toujours à ta place, mais tu n'étais jamais destiné à l'être. Tu étais destiné à voir au-delà, à transformer le chaos en clarté, le bruit en perspicacité, les moments en sens. Parce que penser profondément n'est pas seulement une façon de comprendre la vie, c'est une façon de l'honorer. Et tandis que le monde avance vite, tu as quelque chose qui l'oublie souvent, la profondeur. Et la profondeur, dans un monde superficiel, est une lumière en soi.